Il y a cette espèce d'angoisse en ce moment, une sorte de frisson collectif qu'on ressent presque tous, je pense, quand on scrolle sur nos écrans. Ah oui, le fameux grand remplacement créatif. Ouais, voilà, c'est ça. C'est cette idée, franchement terrifiante, que l'intelligence artificielle va tout simplement rendre l'artiste humain complètement obsolète. Absolument. On voit tous les jours des images générées par des algorithmes qui gagnent de super prestigieux concours photo, genre dans le Colorado récemment. C'est vrai, ça a fait couler beaucoup d'encre. On écoute des morceaux de musique composés de toutes pièces en quelques secondes, qui deviennent viraux, des poèmes générés par des machines. Enfin, il y a ce sentiment hyper vertigineux que la machine a pris le contrôle du pinceau, quoi. Ouais, qu'elle crée toute seule dans son coin. Exactement. Et qu'il nous reste plus qu'à la regarder faire, les bras croisés. Bah, c'est sûr que cette panique face à l'obsolescence, elle est hyper viscérale. Mais en fait, et c'est ça qui est fascinant, si on fait un petit pas de côté et qu'on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit vite que ce vertige, il n'est pas du tout nouveau. Ah bon? Non, c'est presque la copie conforme de la réaction qu'ont eu les peintres du 19e siècle face à l'invention de la photographie. Ah, mais oui, bien sûr. À l'époque, face à cette petite boîte en bois qui était capable de capturer la lumière avec une précision mathématique, beaucoup se disaient que la peinture était morte, que la machine allait tout remplacer. Et au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Exactement. On le sait aujourd'hui, l'appareil photo n'a pas du tout tué la peinture, au contraire, il l'a libérée de l'obligation de représenter le réel. Et ça a ouvert la voie à l'impressionnisme, au cubisme. Donc tu dirais que l'angoisse actuelle autour de l'IA, c'est le même genre de malentendu. Totalement. On prête à la technologie une autonomie qu'elle n'a tout simplement pas. On imagine un cerveau magique, tu vois, alors qu'en fait, il s'agit d'une mécanique très spécifique. Eh bien, pour comprendre comment cette mécanique fonctionne vraiment quand elle est au contact des artistes, sans tomber dans les gros titres un peu catastrophistes, on va plonger aujourd'hui dans une somme de recherche vraiment fascinante. Une lecture incontournable. C'est le livre qui s'appelle « L'art au temps de l'IA ». C'est un ouvrage qui est dirigé par Jean-Louis Giavito et Pierre Saint-Germier et qui a été publié par le Centre Pompidou. Un gros morceau, hein. Ouais, très lourd, hein. Mais l'idée de notre exploration aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire un cours magistral ennuyeux. Surtout pas. On va plutôt ouvrir la porte des ateliers pour voir très concrètement comment les créateurs se débattent au quotidien avec ces nouvelles lignes de code. Et la première chose qui frappe, je trouve, quand on lit ces textes, c'est de réaliser à quel point l'utilisation de l'ordinateur comme outil créatif, ça date pas de ChatGPT ou de Midjourney. Ah non, pas du tout, c'est une histoire qui s'écrit depuis des décennies en fait. Exactement. Dans le livre, les recherches menées par Camille Langlois nous ramènent carrément à la fin des années 60. Les années 60 ? Ouais. C'est fou. Ouais, avec le groupe Art et Informatique de Vincennes, le fameux GAIV. Et là, il faut s'imaginer ce qu'était l'informatique à cette époque, hein. C'était pas le petit smartphone dans la poche. Ah non, on parle de machines monumentales, super bruyantes, qui fonctionnaient encore avec des cartes perforées, quoi. C'est clair que ça change l'ambiance de l'atelier. Bah oui. Et ces artistes pionniers, ils voyaient pas du tout l'ordinateur comme une entité qui pensait. Pour eux, c'était un formidable terrain de jeu logique, une sorte de grosse machine à calculer qui pouvait exécuter des règles pour générer des motifs géométriques ou sonores. L'ordinateur, c'était vraiment un instrument brut. Et cet aspect purement instrumental, on le retrouve d'ailleurs de manière assez spectaculaire dans le domaine du son, un peu plus tard. J'ai été complètement bluffé par le chapitre de Nicolas Aubin et Axel Robel sur la synthèse vocale. Ah, le fameux chapitre de Farinelli à Farinelli? Ouais, celui-là. Ils expliquent comment l'apprentissage automatique, le fameux machine learning, il est utilisé pour sculpter la voix humaine. Et là, on ne parle pas d'une vieille voix de robot à la Siri super métallique, hein. Non, c'est beaucoup plus organique. C'est ça. Les algorithmes, ils sont capables de cartographier ce qu'ils appellent l'enveloppe spectrale d'une voix. Donc son timbre, ses petites imperfections, son grain. Et ça permet à un artiste de littéralement enfiler les cordes vocales d'un autre, exactement comme on mettrait un masque. C'est hyper puissant. Et c'est toute la force du concept de lutherie générative qui est théorisé par le chercheur Jérôme Nica dans l'ouvrage. La lutherie générative. J'adore ce terme. Il est très parlant, oui. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée ici pour fabriquer de la petite musique d'ascenseur au kilomètre. Elle est vraiment envisagée comme un nouvel instrument. Comment ça marche concrètement ? Quand un artiste utilise ces modèles, il entraîne l'algorithme sur ses propres improvisations, sur ses propres tics musicaux, tu vois. D'accord. Donc il nourrit la machine avec son propre style. C'est ça, la machine ingère ces données, ces abstractions, et elle devient une sorte de miroir sonore. Elle va générer de nouvelles phrases musicales qui respectent totalement la logique intime de l'artiste, tout en proposant des variations inédites. Tu sais, cette idée de lutherie générative, ça me fait tout de suite penser à l'invention de la guitare électrique. Ah oui, hein ? C'est-à-dire,
Au départ, une guitare électrique, c'est juste un bout de bois avec des micro-magnétiques et un ampli. Oui, rien de très magique. Voilà, mais la technologie distord le son. Elle permet le larsen, elle change carrément la matière physique du son. Pourtant, que le son soit saturé ou clair, c'est toujours Jimi Hendrix qui donne l'intention derrière. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'outil va colorer massivement le geste, il offre plein de nouvelles possibilités, mais l'émotion de base, elle part toujours des doigts du musicien. Mais du coup, à partir de quel moment cet instrument devient-il trop imprévisible pour être juste considéré comme un outil passif? C'est une excellente question. Et pour filer ta métaphore, imagine un instant que cette guitare électrique soit capable, pendant que tu joues, d'analyser toutes les notes que tu as jouées au cours des 10 dernières années. Oula, ça fait beaucoup de fausses notes. Sans doute, mais imagine qu'elle analyse tout ça et que soudainement, elle se mette à harmoniser ton solo en temps réel avec des accords que tu n'avais pas du tout prévus. Ah ouais. Des accords qui te surprennent, mais qui correspondent parfaitement à ton style profond. C'est là que l'imprévisibilité de l'IA générative moderne introduit une vraie rupture. Elle réagit plus seulement. Exactement. La machine ne se contente plus de réagir passivement à ton impulsion. Elle propose, elle dévie, elle surprend. Elle acquiert ce qu'on appelle une forme d'agentivité. Ce n'est plus seulement un outil qu'on manipule, ça devient un vrai partenaire de création. Et avec un partenaire, il faut négocier. Et cette négociation, elle prend des formes assez incroyables. Le livre cite d'ailleurs le travail de Vera Molnar. Oh, une pionnière absolue de l'art algorithmique. Absolument. Avec sa série Themes and Variations. Elle ne laissait pas l'ordinateur faire ce qu'il voulait. Elle créait des règles hyper strictes, presque mathématiques, et ensuite elle utilisait la puissance de calcul brute de la machine pour épuiser toutes les combinaisons possibles. Pour créer des milliers de variations subtiles d'une même forme de base. C'est ça ? La machine agissait un peu comme une prothèse pour son imagination. Elle était capable de visualiser des itérations qu'un cerveau humain mettrait des années, voire des décennies à dessiner à la main. C'est vertigineux. Et l'exemple du duo Olir Erdon et Matt Dry-Rust avec leur œuvre I'm Here, ça pousse cette logique de partenariat encore beaucoup plus loin. Ouais, eux, ils vont carrément fouiller dans l'intimité. Mais oui, Ils ont utilisé Stable Diffusion, tu sais, le fameux réseau de neurones qui génère des images, mais au lieu de l'utiliser avec des données génériques piochées sur Internet, ils l'ont nourri exclusivement avec les archives visuelles personnelles de l'artiste. donc avec ses propres souvenirs en fait. Exactement. Et le résultat est super troublant. La machine recrache des images qui ressemblent vraiment à des souvenirs d'enfance, mais qui ont été synthétisées de toutes pièces par l'algorithme. C'est presque de la fausse mémoire. C'est exactement ça. On assiste à une vraie fusion. On ne sait plus vraiment si on regarde la mémoire réelle de l'artiste ou bien une espèce d'hallucination mathématique de la machine. Le statut même de l'auteur, il se dilue complètement dans cette coopération. C'est fou. Et ce face-à-face entre l'artiste et cette espèce de cerveau numérique hyper capricieux, ça m'amène à l'une des analyses que j'ai trouvées les plus denses et les plus audacieuses du bouquin. Tu penses à Gérard Assayag ? Ouais, Gérard Assayag. Le chercheur essaye de décortiquer cette relation en utilisant, attention, la psychanalyse de Jacques Lacan. C'est inattendu, c'est sûr. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dû relire le paragraphe 3 fois pour être sûr. Il fait un parallèle direct entre la structure de l'IA et la psyché humaine. C'est vrai que c'est pointu, mais l'approche d'Assayag est brillante. En fait, elle nous donne un vocabulaire pour comprendre ce qui se passe sous le capot de ces machines. Vas-y, explique-nous, parce que c'est pas simple. L'IA générative, elle fonctionne à partir de ce qu'on appelle des espaces latents. Pour faire simple, imagine une bibliothèque en 3 dimensions vaste comme l'univers, où chaque livre, chaque image, chaque son est rangé non pas par ordre alphabétique, mais par proximité de sens. D'accord. Donc un livre sur les loups sera rangé physiquement très proche d'un livre sur les chiens, par exemple. Logique, ils partagent des concepts. Voilà, et cet espace mathématique invisible, qui est plein de ressemblances et d'associations libres, Assayag le compare à l'imaginaire de Lacan. L'imaginaire, ok. Et au-dessus de ça, on a les grands modèles de langage, les fameux LLM, qui imposent des règles grammaticales, des structures logiques. Ça correspond à l'ordre symbolique chez Lacan. D'accord, je vois le tableau. Donc, quand un artiste interagit avec une IA, Il dialogue littéralement avec un inconscient artificiel, qui est structuré par notre propre langage humain. c'est hyper poétique. J'adore cette image de l'immense bibliothèque spatiale. Mais j'ai un vrai blocage conceptuel ici. Dis-moi. Je repense au texte du compositeur Carmine Emmanuel Essela, qui parle d'orchestration dans le livre. Il rappelle un truc crucial. Cet inconscient artificiel, aussi vaste soit-il, il ne fait en réalité que de la mimésis. C'est-à-dire de l'imitation.
Exactement. Il ne fait qu'ingérer des milliards de données préexistantes pour calculer la probabilité du mot suivant ou du pixel suivant. C'est purement de la statistique. Oui, fondamentalement. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-il humainement possible qu'une simple opération mathématique qui ne fait que recomposer du passé puisse provoquer une véritable catharsis? Comment une grosse calculatrice statistique peut-elle me donner la chair de poule quand j'écoute un morceau de musique généré? C'est la grande énigme. Mais celle-là la résout en déplaçant complètement notre regard. En fait, l'émotion, la fameuse catharsis, elle ne sort jamais du processeur lui-même. Elle vient pas de la machine. Non, pas du tout. Si tu laisses la machine tourner à vide toute seule dans son coin, elle va produire du mimétisme super plat. Juste de la moyenne statistique sans aucune âme. De la soupe, quoi. Exactement, de la soupe algorithmique. L'émotion naît exclusivement de la synergie cyber-humaine. La rencontre des deux. C'est ça, c'est l'effacement temporaire des frontières entre, d'un côté, l'artiste qui amène sa vulnérabilité, son bagage émotionnel humain, et de l'autre, la machine qui apporte son étrangeté radicale et sa capacité de recombinaison infinie. Donc le frisson, il est dans l'interaction. L'étincelle cathartique, elle se produit vraiment dans la friction entre la volonté de l'humain de raconter une histoire et les propositions improbables, parfois totalement absurdes ou sublimes, que la machine lui renvoie. C'est vraiment la relation qui est émouvante, c'est pas le code informatique. C'est super beau, la relation devient le cœur battant de l'œuvre. Mais du coup, si cette synergie est si puissante, la machine cesse d'être un simple pinceau et même un simple partenaire invisible en coulisses. Elle prend la lumière. Voilà, elle s'impose carrément au centre de la toile. Et c'est là que le livre observe un basculement passionnant. Les artistes commencent à prendre l'IA comme sujet principal. Ils ne l'utilisent plus seulement pour créer d'autres choses, ils créent à propos de l'IA elle-même. C'est inévitable, tu sais. L'omniprésence de l'IA dans nos vies la rend incontournable comme objet d'étude artistique. Et le chercheur Alexandre Geffen l'illustre parfaitement dans le domaine littéraire, par exemple. Avec les générateurs de texte, je suppose. Oui, avec l'arrivée de ces générateurs, la notion même d'œuvre originale, d'un texte fixe gravé dans le marbre par le génie solitaire dans sa chambre, tout ça, ça vole en éclats. On entre de plein pied dans l'ère des textes stochastiques. Alors, texte stochastique, c'est un terme qui sonne de manière très clinique, très mathématique. Pour que ceux qui nous écoutent se le représentent bien, c'est comme observer un système météorologique super complexe ou lancer des dés, mais dont les faces changeraient de poids à chaque lancer. C'est une bonne image. Le texte généré par l'IA, c'est pas une phrase définitive, c'est un nuage de probabilités. Ce qui veut dire que l'auteur n'est plus du tout celui qui choisit chaque mot au millimètre près. Non, l'écrivain se métamorphose. Il devient ce qu'on appelle un prompt engineer, un ingénieur de la requête. Il sculpte le contexte plus que le contenu final. Exactement. Et dans les arts plastiques, cette mise en scène de l'algorithme, elle est encore plus visuelle, encore plus frappante. Le livre analyse notamment une installation de Mika Tajima. Ah, l'œuvre Human Synthesis. Oui, c'est une œuvre qui cherche à capturer l'ambiance globale d'Internet. C'est assez dantesque comme concept. C'est fou! En gros, des algorithmes d'analyse de sentiments vont aspirer, en temps réel, des millions de messages sur les réseaux sociaux. Ils détectent les mots-clés liés à la colère, à la joie, à l'anxiété générale de la population. Et ensuite, ça se matérialise comment ? Eh bien, ces données statistiques, qui sont par nature invisibles, elles sont envoyées directement dans la salle d'exposition et traduites physiquement par des machines qui crachent de gros nuages de fumée colorée. Waouh! Donc si, par exemple, Twitter s'enflamme d'indignation sur un sujet, la pièce du musée va se remplir d'une brume hyper dense d'une certaine couleur. L'IA agit ici vraiment comme un thermomètre géant de notre inconscient collectif. C'est fascinant parce que ça modifie du tout au tout notre vision de l'artiste. On a très souvent comparé le fameux prompt, tu sais, cette phrase qu'on tape pour commander à l'IA de faire un truc, à une sorte de formule magique. Oui, le mythe du sorcier. Voilà. On prononce 3 mots obscurs en anglais dans une interface noire et pouf, par magie, une image sublime ou un texte parfait apparaît. Mais c'est une illusion. Totalement. Et avec des œuvres comme celle de Tajima ou cette réflexion sur les textes stochastiques, on comprend que c'est une très mauvaise métaphore. L'artiste, c'est pas un magicien qui jette un sort. C'est plutôt, je dirais, le capitaine d'un sous-marin. Ah, j'aime bien ça. Il navigue dans un océan de données opaques, super troubles, et il utilise le prompt comme un sonar pour voir ce qui se cache dans les profondeurs statistiques.
Mais le problème, c'est que cet océan de données, on a tellement l'habitude de le décrire avec des métaphores fluides et immatérielles. Le cloud, les espaces latins, l'immatériel, oui. Exactement. Qu'on en oublie totalement la lourdeur de sa réalité matérielle. Ça tombe pas dans les nuages, tout ça. Ah bah ça, le livre ne fait pas du tout l'impasse sur cette réalité matérielle. Bien au contraire, c'est une part énorme de l'ouvrage. La dernière dimension explorée par les auteurs, c'est justement une critique radicale, presque politique, de l'IA. C'est le retour sur Der. Complètement. Il y a une volonté très forte chez plein d'artistes contemporains de percer cette fameuse bulle d'immatérialité. Par exemple, Florian Ebner et Olga Friedrichak-Reta montrent comment des photographes braquent carrément leurs objectifs sur les infrastructures physiques, celles qui sont cachées par l'industrie de l'IA. On parle des serveurs, là. Oui. Ils photographient ces data centers monumentaux, des trucs immenses qui engloutissent des rivières d'eau entières juste pour se refroidir. C'est un gouffre écologique. Et social aussi. Ils documentent le quotidien de ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Parce que, on l'oublie souvent, mais pour que l'IA sache reconnaître un chat, une rue ou une émotion humaine de manière automatique, il faut d'abord que des milliers d'humains, souvent sous-payés dans les pays du Sud, passent leur journée devant des écrans à étiqueter manuellement des millions d'images. Et parfois des images extrêmement violentes ou traumatisantes en plus. Souvent, oui. L'art vient donc révéler cette exploitation humaine et écologique qui soutient en douce cette prétendue magie des algorithmes. Et l'art vient aussi attaquer la philosophie même qui sous-tend toutes ces machines. Je pense notamment à l'obsession de la prédiction parfaite. Tout optimisé, oui. Il y a cette œuvre géniale d'Agnieszka Kurant qui est abordée dans le livre, qui s'appelle Errorisme. Errorisme, un super titre. Ouais, génial. Elle dénonce la manière dont le capitalisme numérique cherche absolument à tout lisser, à anticiper nos moindres désirs, à lisser nos comportements pour éliminer la moindre erreur de parcours. L'horreur de l'imprévu. C'est ça, et Kurant, elle nous rappelle une évidence qui est pourtant vitale. L'erreur, c'est pas un bug à corriger. Que ce soit dans l'évolution biologique des espèces ou dans la grande histoire de l'art, c'est la mutation. C'est l'anomalie, la déviation par rapport à la norme qui crée le nouveau. Sans erreur, pas d'évolution. Exactement. Si on confie bêtement notre culture à des machines qui sont conçues uniquement pour optimiser des moyennes statistiques et traquer l'erreur, on risque tout simplement l'asphyxie culturelle totale. C'est un risque majeur. Et l'artiste Ito Steyerl prolonge un peu cette critique avec son œuvre Power Plants en pointant une autre menace super inquiétante, la falsification du réel lui-même. Ah, les deepfakes et compagnie. Oui, ces algorithmes, ils ne se contentent plus d'analyser le présent, ils le modélisent et ils finissent par inventer des réalités alternatives, des images de propagande hyper réalistes, des trucs impossibles à différencier du vrai. Et face à ça, les artistes réagissent comment ? Face à ça, l'essayiste Kenneth Goldsmith, qui a un texte super fort dans l'ouvrage, lance un véritable appel à la résistance. Carrément ? Il invite les créateurs à ne surtout pas utiliser l'IA gentiment, comme le mode d'emploi le prescrit, mais plutôt à la prendre à revers. À la casser un peu, quoi. À chercher ses failles, oui, à la pousser dans ses pires retranchements jusqu'à ce qu'elle bug, qu'elle hallucine et qu'elle montre de manière évidente ses propres limites. C'est hyper punk comme approche. J'adore. Et d'ailleurs, pour clore cette somme magistrale qu'est le livre, les éditeurs ont une idée éditoriale qui est, à mon sens, un coup de génie absolu. Ah, tu veux parler de l'index à la fin du bouquin ? Oui. À la toute fin du livre, il n'y a pas d'index alphabétique classique, genre de A à Z. À la place, ils ont publié un index sémantique généré par l'algorithme Word2Vec. C'est l'outil parfait pour visualiser concrètement tout ce dont on vient de parler. Explique-nous comment ça marche, ce Word2Vec. En gros, c'est un modèle qui analyse des millions et des millions de textes humains pour attribuer des coordonnées mathématiques aux mots selon les contextes où ils apparaissent le plus souvent. Est-ce que cet index nous montre visuellement sur le papier ? C'est ni plus ni moins que l'architecture même de la pensée humaine, telle qu'elle a été numérisée. C'est bluffant à regarder. Quand tu cherches un mot dans cet index, tu le trouves pas classé entre la lettre d'avant et la lettre d'après. Il est entouré de ses voisins conceptuels. Par exemple ? Par exemple, le mot architecture, dans le livre, il se retrouve imprimé juste à côté du mot utopie. L'algorithme, il comprend absolument pas ce qu'est une brique ou un mur, et il a aucune idée de ce qu'est un idéal social. Il ne comprend pas le sens des mots. Pas du tout, mais embrassant des siècles de littérature humaine, il a détecté que statistiquement, les humains utilisent très très souvent ces deux mots dans les mêmes phrases ou dans des contextes très similaires.
C'est fou. Cet index est littéralement la preuve imprimée sur papier que l'IA ne vient pas du futur. Elle ne fait que cartographier notre passé linguistique et culturel. C'est honnêtement le résumé parfait de cette plongée qu'on vient de faire ensemble. L'intelligence artificielle, on l'a bien vu, c'est pas une entité magique venue du ciel pour voler le feu sacré des artistes. Non, ça n'a rien de divin. C'est une réalité matérielle très lourde, gourmande en énergie, gourmande en labeur humain. C'est un instrument qui est super complexe, qui se transforme parfois en partenaire capricieux. Et souvent en miroir. Ouais, un miroir dans lequel notre société projette ses propres angoisses de contrôle. Et c'est surtout, comme le montre l'index, une immense caisse de résonance statistique de tout ce que nous avons déjà été. Et c'est peut-être l'idée la plus vertigineuse que nous laisse ce livre au final. L'expression même d'intelligence artificielle, elle masque un fait fondamental. La machine n'invente rien au sens strict du terme. Elle recycle. Elle réorganise, elle synthétise, elle interpole dans ce fameux espace latent, mais toujours à partir d'une base de données finie, qui est notre histoire humaine collective. Dès lors, la question la plus pressante, c'est pas de savoir si un algorithme finira un jour par avoir une âme, ou s'il prendra le contrôle du monde de l'art à la manière d'un tyran. La vraie question, ce serait plutôt de savoir comment nous, on va interagir avec ce miroir géant. Absolument. Et surtout, c'est la réflexion que je propose à ceux qui nous écoutent de garder en tête après cette discussion. Si nous nous laissons bercer par le confort d'une culture générée par la prédiction, Si on se laisse endormir, voilà, en nous abreuvant d'œuvres d'art qui ne sont finalement que de parfaites moyennes statistiques de notre propre passé, ne risquons-nous pas d'étouffer le fameux glitch? le glitch. Oui, cette anomalie imprévisible, cette erreur profondément humaine qui, depuis la nuit des temps, est au fond le seul véritable moteur qui fait avancer l'histoire de l'art.